capable de construire des voitures qui battent des Porsche, des Ferrari ou même des Lamborghini sur circuit. Une marque qui fabrique encore ses voitures presque à la main. Une marque qui a participé aux 24 heures du Mans. Et pourtant, si je demande autour de moi, tu connais Ginetta? Les gens vont me répondre, c'est une marque de pâtes. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire de Ginetta, le petit constructeur britannique qui, depuis plus de 60 ans, prouve qu'on n'a pas besoin d'être énorme pour faire des bonnes voitures de course. Retour en 1958, en Angleterre. À cette époque, l'industrie automobile britannique est en pleine effervescence. Jaguar domine les courses d'endurance, Lotus révolutionne les voitures de sport, Aston Martin fait rêver les passionnés. Mais surtout, les petits constructeurs commencent à pousser un peu partout dans le pays. C'est dans ce contexte que 4 frères, Bob, Douglas, Ivor et Travis Walklett, décident de se lancer dans une aventure un peu folle. Créer leur propre marque. Leur idée est simple. Ils n'ont clairement pas les moyens de rivaliser avec Jaguar ou Aston Martin. Alors, ils vont faire l'inverse. Construire des voitures plus petites, plus légères, moins chères, mais surtout, beaucoup plus fun. Depuis leur adolescence, ils bricolent des voitures, modifient des moteurs et passent une bonne partie de leur temps libre dans des garages et des circuits locaux. Ils adorent la compétition, mais ils trouvent que les voitures de sport de l'époque sont souvent trop chères, trop lourdes ou tout simplement inaccessibles aux passionnés moyens. C'est donc d'ici que leur idée se fonde. Le problème, c'est que construire une voiture complète coûte énormément d'argent. Il faut développer un châssis, un moteur, une boîte de vitesse, une suspension, bref, des années de travail avec des moyens que les 4 frères n'ont absolument pas. Ils vont donc faire preuve d'ingéniosité et au lieu de fabriquer une voiture entière, ils décident de produire uniquement une carrosserie en fibre de verre. Un matériau encore relativement nouveau dans l'automobile à cette époque. La fibre de verre présente plusieurs avantages. Elle est légère, peu coûteuse et surtout, elle permet de produire des formes complexes sans avoir besoin d'énormes presses métalliques comme les grands constructeurs. Leur premier produit s'appelle la Fairlight. Vendue seulement 49 livres sterling, cette carrosserie est conçue pour être montée sur un châssis Ford 8 ou Ford 10. En gros, les clients récupèrent une vieille Ford, retirent sa carrosserie d'origine et installent celle imaginée par les 2 frères Walklett. Aujourd'hui, ça paraît complètement fou, mais dans les années 50, les kit cars connaissaient un véritable succès en Grande-Bretagne. Notamment parce qu'elles permettent d'obtenir une voiture de sport à moindre coût tout en évitant certaines taxes. Mais les frères Walklett ont rapidement envie d'aller plus loin. Ils ne veulent plus simplement vendre une coque, ils veulent construire leur propre voiture. Ils réalisent alors un premier prototype basé sur une Wolseley Hornet 6 d'avant-guerre. Cette voiture, qui sera plus tard baptisée la Ginetta G1, ne sera jamais commercialisée. Elle servira essentiellement de laboratoire roulant. Arrivent ensuite les G2 et G3, produites en très petite série et principalement destinées à la compétition comme le club racing britannique ou les courses de côte. Les 2 frères apprennent énormément à chaque modèle, mais le véritable tournant arrive en 1960, car cette année-là, Ginetta dévoile la G4. Et cette fois, c'est une véritable voiture de production. Avec son châssis tubulaire, sa carrosserie en fibre de verre et son poids plume d'environ 450 kg, la G4 devient immédiatement l'une des sportives britanniques les plus efficaces de sa catégorie. Elle peut recevoir plusieurs moteurs Ford 4 cylindres, ce qui la rend relativement simple à entretenir et peu coûteuse à réparer pour la course. Sur les circuits britanniques, elle commence rapidement à battre des voitures beaucoup plus puissantes. Pourquoi ? Parce que les frères Walklett avaient compris une chose que beaucoup d'autres constructeurs ne comprenaient pas à cette époque. La meilleure façon d'aller plus vite n'est pas toujours d'ajouter de la puissance, mais d'enlever du poids. Et aussi le châssis. Le châssis, c'est très important. S'il y a une chose que les frères Walklett comprennent très tôt, c'est que la compétition est le meilleur laboratoire possible. À chaque course, chaque victoire, mais aussi chaque abandon, ils comprennent une chose. Pour eux, construire une voiture de route n'est jamais une finalité. C'est simplement un moyen de financer la prochaine voiture de course. Et cette philosophie va définir Ginetta pendant toute son histoire. À peine la G4 commercialisée, la marque commence déjà à imaginer son évolution. Au fil des années 60, les nouveaux modèles s'enchaînent à un rythme impressionnant. G4, G6, G8, G10, G11, puis surtout la G12, une véritable voiture de compétition à moteur central qui devient l'une des armes les plus redoutables de sa catégorie. Sur les circuits britanniques, elle s'impose face à des références comme le Lotus 47 ou les Chevron B8, confirmant que Ginetta n'est plus simplement un petit constructeur artisanal, mais un véritable concepteur de voitures de course.
Cette période est marquée par une créativité incroyable. Les frères Waukeletz développent parfois plusieurs projets en parallèle. À une époque où la plupart des petits constructeurs mettent plusieurs années à sortir un nouveau modèle, Ginetta en présente presque un tous les ans. Mais derrière cette cadence infernale se cache une idée bien précise. Chaque voiture doit servir à préparer la suivante. Très vite, les frères Waukeletz ne veulent plus seulement construire des GT. Ils veulent aussi fabriquer des monoplaces. En 1964 apparaît la G8, la première monoplace de compétition de Ginetta. Quelques années plus tard, suivent les G17, G18, destinés aux formules de promotion britanniques. À ce stade, une question commence à se poser naturellement. Si Ginetta est capable de construire des GT performantes et sait désormais fabriquer des monoplaces, pourquoi ne pas viser la catégorie reine, la Formule 1 ? À la fin des années 1960, les frères Waukeletz lancent donc le projet G19. L'objectif est extrêmement ambitieux, développer une monoplace capable de rejoindre le championnat du monde de Formule 1. Pour une entreprise de quelques dizaines de personnes, c'est un pari colossal. Et à cette époque, la Formule 1 était déjà un grand gouffre financier. Il faut concevoir un châssis entièrement nouveau, développer une aérodynamique compétitive, financer les essais, trouver un moteur, des partenaires, une équipe capable de suivre, tout un championnat. Bref, des moyens que Ginetta n'a tout simplement pas. En parallèle, la demande explose pour la nouvelle G15. Et la production mobilise une grande partie des ressources de l'entreprise. Les ingénieurs doivent alors faire un choix. Poursuivre un rêve extrêmement coûteux ou assurer la survie de la société. Le choix a été vite fait. L'été 1969, le projet G19 est officiellement abandonné avant même de prendre la piste. Les frères Waukeletz comprennent qu'ils ne pourront probablement jamais rivaliser avec les géants de la Formule 1. Ils décident donc de faire ce qu'ils savent faire de mieux. Construire des voitures légères, simples, mais extrêmement efficaces et destinées aux pilotes qui veulent avant tout gagner des courses sans trop dépenser. Pendant plus de 30 ans, les frères Waukeletz vivent presque exclusivement pour Ginetta. La marque se forge une excellente réputation dans le sport automobile. Mais il y a un problème. Une réputation ne suffit pas toujours à faire vivre une entreprise. À partir des années 80, l'industrie automobile change profondément. Les normes de sécurité deviennent beaucoup plus strictes. Les réglementations d'anti-pollution évoluent. Les coûts de développement explosent. Et surtout, les grands constructeurs commencent à investir massivement dans les voitures de sport. Car c'est dans ces années-là qu'arrive la série des Youngtimers, les BMW M3 et les supercars comme la Ferrari Testarossa ou la Porsche 911 Turbo. Et face à eux, Ginetta reste une petite entreprise artisanale parmi tant d'autres. Contrairement à Porsche ou à Lotus, Ginetta ne dispose pas des ressources nécessaires pour développer une génération de modèles tous les 4 ou 5 ans. Mais les frères Waukeletz continuent malgré tout à faire vivre la marque. Ils lancent notamment dans ces mêmes années-là la G27 puis la G32, équipées d'un moteur central et pensées pour offrir un comportement toujours plus performant. Les voitures sont saluées pour leur caractère, leur poids contenu et leur plaisir de conduite. Mais commercialement, le succès n'est pas au rendez-vous. À cette époque, le marché des petites sportives britanniques devient extrêmement concurrentiel. PVR, Caterham, Westfield, Lotus, chacun cherche sa place. Et pour une entreprise de la taille de Ginetta, chaque nouveau projet représente un risque financier considérable. De plus, au fil des années, les frères Waukeletz commencent également à approcher l'âge de la retraite. Après avoir consacré plus de 40 ans de leur vie à construire des voitures, ils savent qu'ils ne pourront pas continuer indéfiniment. Et c'est en 1989 que Bob Waukeletz prend progressivement ses distances avec l'entreprise avant que l'ensemble des frères ne cède finalement Ginetta en 1989 au groupe international Automotive Holding. Malheureusement, ce changement de propriétaire ne produit pas les résultats espérés. Durant les années qui suivent, Ginetta change plusieurs fois de main. Les stratégies évoluent, mais les investissements restent limités. Les nouveaux propriétaires cherchent surtout à maintenir une entreprise à flot plutôt qu'à préparer son avenir. Puis, en 2005, un homme décide de prendre le pari que beaucoup considèrent comme impossible. Cet homme s'appelle Lawrence Tomlinson. Contrairement aux précédents propriétaires, Tomlinson n'est pas seulement un homme d'affaires. C'est aussi un pilote automobile passionné et le fondateur de LTN Group, un groupe industriel prospère. Il connaît bien mieux le monde du sport automobile que les précédents propriétaires. Et lorsqu'il rachète Ginetta, par l'intermédiaire de LTN Automotive, il ne cherche pas simplement à sauver une vieille marque. Il a une vision beaucoup plus ambitieuse, car il veut faire de Ginetta un constructeur capable de concevoir, fabriquer, faire courir ses propres voitures
et former les pilotes de demain. Autrement dit, redonner à Ginetta l'esprit qu'elle avait à ses débuts. Et cette fois, avec les moyens financiers nécessaires pour transformer cette vision en réalité. Le plus impressionnant dans cette renaissance, ce n'est pas que Ginetta recommence à produire des voitures, c'est qu'elle recommence à tout construire. Tomlinson ne veut pas simplement vendre quelques sportifs par an, son objectif est beaucoup plus ambitieux. Créer un constructeur capable de concevoir ses propres châssis, fabriquer ses voitures, organiser ses propres championnats et accompagner un pilote depuis sa toute première course jusqu'aux plus grandes compétitions internationales. Pour y parvenir, chaque nouveau modèle a un rôle bien précis. Aucun n'est conçu au hasard. La première véritable création de cette nouvelle époque arrive en 2008. Elle s'appelle Ginetta G50. Et son nom n'a rien d'anodin, car elle célèbre les 50 ans de la marque. La G50 est une voiture développée presque exclusivement pour la piste. Son châssis tubulaire en acier est entièrement nouveau. Sa carrosserie est réalisée en matériaux composites et sous son long capot, on retrouve un V6 fort de 3,5 litres développant environ 300 chevaux. Sur le papier, certains pourraient trouver cette puissance modeste. Mais encore une fois, c'est Ginetta, la puissance n'a jamais été une fin. Avec un poids d'environ 800 kg, la G50 affiche un rapport poids-puissance remarquable par rapport à ses concurrents. Et le résultat est une voiture extrêmement vive, précise et surtout accessible aux pilotes amateurs comme aux professionnels. Rapidement, elle devient la voiture phare du Ginetta G50 Cup, un championnat monotype qui attire de plus en plus de concurrents. Mais Tomlinson ne veut pas uniquement construire des voitures accessibles à tous. Il veut créer une véritable filière. C'est alors qu'en 2010, Ginetta dévoile la G40. Contrairement à la G50, son objectif n'est pas de gagner des courses, mais de former les futurs pilotes. La voiture est spécialement conçue pour le Ginetta Junior Championship, un championnat destiné aux jeunes dès l'âge de 14 ans. À première vue, elle paraît simple, mais cette simplicité est volontaire. Son châssis est extrêmement rigide, les coûts d'exploitation sont limités et les performances sont suffisamment élevées pour apprendre les fondamentaux du pilotage sans devenir intimidante. Très vite, la G40 devient une référence dans les catégories juniors. De nombreux pilotes aujourd'hui présents en GT, en endurance ou bien en monoplace sont passés par cette école, comme par exemple Jamie Klawich ou bien Lando Norris. En 2011, la G55 remplace progressivement la G50. Et cette fois, l'objectif est clair. Construire une voiture capable de rivaliser avec les meilleurs GT4. Le moteur évolue vers un Ford 3,7 litres développant environ 380 chevaux dans sa version GT4. La voiture bénéficie d'une aérodynamique entièrement revue, d'un châssis plus rigide, d'une meilleure répartition des masses et d'une fiabilité accrue pour les courses d'endurance. Très rapidement, la G55 s'impose dans plusieurs championnats. On la retrouve en British GT, en GT4 European Series et en championnat de France GT4, mais aussi dans de nombreux championnats nationaux. Sa réputation grandit rapidement. Les pilotes apprécient son équilibre, les équipes apprécient ses coûts d'exploitation et les ingénieurs apprécient sa simplicité mécanique. La G55 devient alors l'une des voitures les plus importantes de l'histoire moderne de Ginetta. Pendant plus d'une décennie, elle représenta la marque sur les différents circuits du monde entier. Pendant que les G40 et G55 développent l'image sportive de Ginetta, Tomlinson nourrit une autre ambition. Créer une véritable voiture de route capable de rivaliser avec les plus grands constructeurs. L'occasion se présente en 2010, lorsque Ginetta rachète le constructeur britannique Fabryo. Plutôt que de repartir d'une feuille blanche, les ingénieurs reprennent le projet existant et le font profondément évoluer. La première version prend le nom de F400, avant d'être rebaptisée G60 en 2011. La philosophie est totalement différente de celle des supercars modernes. Pas de boîte automatique, pas de transmission intégrale et très peu d'assistance électronique. Grâce à sa carrosserie en carbone, son moteur central arrière et son poids contenu d'un peu plus d'une tonne, la G60 offre des sensations de conduite particulièrement pures. Elle n'a jamais été produite en grande série, mais elle démontre une chose essentielle. Ginetta est désormais capable de construire une véritable supercar de A à Z. Entre 2008 et 2017, chaque nouveau modèle répond à une mission bien précise. La G40 forme les jeunes pilotes, la G55 permet d'accéder aux catégories GT, la G60 démontre le savoir-faire du constructeur sur la route. Et parallèlement, Ginetta continue d'investir dans ses infrastructures. La marque développe son propre simulateur, renforce ses activités d'ingénierie, rachète le circuit de Bleaton Park et développe One to Race
pour accompagner les pilotes débutants et fait évoluer ces championnats. Ginetta n'est plus simplement un constructeur automobile, mais c'est un véritable écosystème entièrement dédié au sport auto. Mais pour Tomlinson, une nouvelle question se pose alors. Jusqu'où Ginetta peut aller ? À cette époque, le championnat du monde d'endurance est en pleine évolution. Les grands constructeurs comme Audi, Porsche commencent progressivement à revoir leur programme sportif, laissant davantage de place aux équipes privées. L'Automobile Club de l'Ouest de la FIA souhaite justement attirer des nouveaux constructeurs capables de fournir des prototypes compétitifs à ces équipes indépendantes. Et pour Ginetta, c'est une opportunité rare. Plutôt que de créer une équipe officielle capable de battre Toyota, cette alternative semble beaucoup plus réaliste. En janvier 2017, Tomlinson annonce officiellement le lancement du projet. Quelques mois plus tard, les ingénieurs commencent à travailler sur ce qui deviendra la Ginetta G60 LT P1. Et cette fois-ci encore, le nom n'est pas choisi au hasard. Le G60 rappelle les 60 ans de la marque. Et les lettres LT sont les initiales de Lawrence Tomlinson, principal artisan du projet. Mais cette voiture n'est pas développée uniquement par Ginetta. Car en effet, pour franchir un tel cap, le constructeur s'entoure de spécialistes reconnus. L'aérodynamique est développée à l'aide d'Adrian Rainward et de son entreprise ARC. Le projet bénéficie également de l'expérience de Paolo Catton, l'ingénieur à l'origine de la Peugeot 908 victorieuse aux 24 heures du Mans. Le premier prototype reçoit un V6 biturbo de chez Mecachrome de 3,4 litres, dérivé du moteur utilisé en Formule 2 dans ces années-là. Sur le papier, la voiture possède des caractéristiques intéressantes. Elle est légère, compacte et pensée pour être simple à exploiter par des équipes privées. Début 2018, la G60 LTP1 est officiellement présentée au Salon Autosport International de Birmingham. Rapidement, l'équipe CEFC TRSM Racing annonce l'engagement de 2 voitures pour la saison 2018-2019 du championnat du monde d'endurance. Sur le papier, tout semble enfin réuni, mais une fois la saison commencée, la réalité rattrape rapidement le projet. Le partenaire financier principal de l'équipe TRSM tarde à verser les fonds nécessaires. À Spa-Francorchamps, les 2 voitures effectuent seulement quelques tours symboliques pendant les essais et les qualifications. Estimant que les conditions ne permettent pas d'engager correctement les voitures, ils préfèrent retirer les 2 Ginetta avant le départ de la course. Quelques semaines plus tard, arrivent les 24 heures du Mans 2018. Le manque de roulage se fait sentir. Face aux Toyota officiels et aux autres prototypes engagés, les Ginetta manquent encore de mise au point. Pourtant, au fil des essais, puis de la course, les performances progressent. La voiture numéro 5 rencontre plusieurs problèmes électriques ainsi qu'une défaillance de son alternateur. Mais malgré cela, l'équipe parvient à effectuer les réparations nécessaires et poursuivre la course jusqu'au drapeau à damier. La seconde voiture, la numéro 6, est contrainte à l'abandon au cours de la nuit suite à un problème électrique. Quelques semaines après le Mans, une nouvelle difficulté apparaît. Ginetta met fin à sa collaboration avec Mecachrome et choisit de remplacer son moteur par un bloc fourni par AER. Ce changement nécessite une nouvelle homologation auprès de la FIA et faute de temps, les voitures déclarent forfait pour les 6 heures de Silverstone. Au cours de la saison, les problèmes financiers de l'équipe cliente continuent de compliquer le programme. Certaines manches sont disputées avec une seule voiture, d'autres sont simplement manquées. Au final, la G60 LTP1 ne remportera jamais de victoire majeure au championnat du monde d'endurance. Mais ce n'était pas un échec total. Pour Ginetta, cette voiture représentait surtout une démonstration de savoir-faire. En l'espace de quelques années, un constructeur principalement connu pour ses GT4 était parvenu à concevoir un prototype LMP1, répondant aux exigences les plus techniques du plus haut niveau de l'endurance. Même si les résultats sportifs sont restés modestes, cette aventure a confirmé que Ginetta possédait désormais les compétences techniques pour développer des voitures de compétition bien au-delà des catégories nationales. Et cette expertise allait continuer à profiter aux générations suivantes de voitures de course produites par la marque. Après l'aventure LMP1, Ginetta ne change pas de philosophie. Au contraire, la marque décide de concentrer ses efforts sur ce qu'elle maîtrise le mieux. Construire des voitures de compétition performantes, accessibles et relativement abordables à exploiter. Car contrairement à Ferrari, Porsche ou Lamborghini, Ginetta ne cherche pas à vendre des milliers de voitures de route. Son véritable marché reste celui des écuries, des pilotes privés et des championnats monotypes. C'est dans cette logique qu'en 2020, la célèbre G55 laisse progressivement sa place à une toute nouvelle génération, la G56. Visuellement, l'affiliation avec la G55 est évidente, mais sous cette carrosserie devenue plus agressive, presque tout évolue. Et pendant que les voitures de course continuent d'évoluer, Ginetta prépare discrètement un projet beaucoup plus ambitieux.
En 2019, lors du Salon de Genève, la marque dévoile une voiture que personne n'attend réellement, la Ginetta Acool. Son nom signifie requin en russe, et il suffit de la regarder pour comprendre pourquoi. Avec son immense capot, ses ailes sculptées et son aileron intégré, la Acool ressemble davantage à une voiture d'endurance homologuée pour la route qu'à une supercar traditionnelle. Contrairement à la majorité des constructeurs qui privilégient aujourd'hui des moteurs turbocompressés ou hybrides, Ginetta fait un choix radicalement différent. La Acool ressent un V8 atmosphérique de 6 litres 4 entièrement développé en interne par les ingénieurs de la marque. Ce moteur développe environ 600 chevaux et entraîne uniquement les roues arrière grâce à une boîte de vitesse séquentielle à 6 rapports. La Acool n'essaye pas de rivaliser avec le luxe d'une Ferrari ou d'une Aston Martin. Elle cherche avant tout à offrir une expérience de conduite la plus proche possible d'une voiture de compétition. Sa production est volontairement limitée à 20 exemplaires, ce qui en fait l'une des supercars britanniques les plus exclusives de ces dernières années. Aujourd'hui, plus de 65 ans après sa création, Ginetta reste un constructeur à part. L'entreprise est toujours installée près de Leeds, où chaque voiture continue d'être assemblée à la main. Elle possède sa propre usine, ses propres bureaux d'études, ses championnats, son académie de pilotage et même son propre circuit avec Bleaton Park. Peu de constructeurs peuvent aujourd'hui revendiquer une telle maîtrise de toute la chaîne, de la conception d'une voiture jusqu'à la formation de ses pilotes qui la conduisent. Et c'est probablement ce qui résume le mieux Ginetta, une marque qui n'a jamais cherché à devenir la plus grande, ni la plus prestigieuse, mais qui, depuis 1958, Poursuit inlassablement le même objectif. Construire des voitures pensées avant tout pour être pilotées.